Bonsoir à toutes et à tous. On ne va pas parler de l'accord à Gaza cette fois-ci dans notre numéro de défense, mais plutôt de ce qui va arriver. La nouvelle équipe Donald Trump et les postes clés sécuritaires avec nous. Océane Nicole. Bonsoir Mathias. Qui sont les responsables sécuritaires de demain? Alors on va commencer à parler du ministre de la Défense, secrétaire de la Défense comme on l'appelle aux États-Unis. Ça va être Pete Hegseth. Alors qu'est-ce qu'on sait sur lui? C'est un militant pro-armes. Il a été déployé à Cuba, à Bagdad en Irak dans l'armée américaine. C'est aussi un ancien major justement de l'armée américaine, déployé également en Afghanistan. Donc lui, il a aussi été garde-major de réserve, c'est l'équivalent du chef de bataillon. Donc l'armée y connaît. Qu'est-ce qu'il connaît d'Israël? Ça nous intéresse. Lui, il se dit pro-israélien, il se dit chrétien sioniste. Je cite, c'est un soutien robuste d'Israël, notamment dans sa guerre à Gaza. Et selon lui, eh bien, le Hamas doit être éradiqué. Je cite les mots qu'il a prononcés hier, il faut tuer, détruire chaque membre du Hamas. C'est donc les déclarations qu'il a faites hier, et c'est donc lui qui dès lundi prendra la tête du Pentagone. Ensuite, autre personnalité qui nous intéresse, c'est la future chef des renseignements, puisque c'est un poste stratégique donc créé, on le sait, après les attentats du 11 septembre. Elle, c'est Tulsi Gabbard. Alors elle va donc chapeauter les 17 agences d'espionnage, que ce soit la CIA ou le FBI. Elle aussi, elle se dit pro-Israël, elle soutient des relations solides, je cite, entre les États-Unis et Israël. Et elle aussi, elle prendra son poste donc dès lundi. On parlait du FBI, justement, il y a un nouveau directeur du FBI qui va prendre ses fonctions, choisi par Donald Trump. Il s'agit de Kash Patel, ancien directeur principal du contre-terrorisme, ancien directeur également du renseignement national, donc beaucoup d'expérience. Lui, il promet de s'attaquer à ce qui se passe sur le territoire américain, et notamment de ces manifestations que l'on a vues anti-sionistes, anti-israéliennes, très clairement anti-israéliennes. Et bien lui, il promet de réprimer complètement ces manifestants. D'ailleurs, il a des mots extrêmement durs à leur encontre. On va aussi s'intéresser à un autre poste qui est extrêmement important. C'est l'un des plus importants d'ailleurs à la Maison-Blanche. C'est celui de conseiller à la sécurité nationale. Il va être occupé, ce poste, par Mike Waltz. Alors lui, il va être membre aussi de 3 commissions stratégiques. Il a, attention Mathias, 27 ans de carrière au sein de l'armée. Pareil, il a servi lui aussi en Afghanistan. Il est décrit, je cite, comme expert des menaces que représentent la Chine, la Russie et l'Iran sur le terrorisme notamment mondial, et il promet de mettre fin à la guerre, que ce soit en Ukraine et au Proche-Orient. On ne sait pas trop comment, mais en tout cas c'est ce qu'il veut. Côté Israël, lui aussi, il se dit soutien unilatéral, et selon lui, Joe Biden a exercé une pression insuffisante sur le Hamas ces derniers mois. Alors il était l'invité également de défense il y a quelques mois. Peut-être que ça lui a donné un tremplin pour obtenir ce poste. Peut-être que vous aussi, vous aurez un tremplin dans la vie politique israélienne. Océane Nicole. Merci à vous. Alors je me tourne vers Matt Tardio, ancien officier des forces spéciales US Army. Merci d'être avec nous. Matt, concrètement, est-ce qu'on peut dire que les postes clés à la défense américaine, c'est du solide pour les relations avec Israël? Oui, je crois que ce sont de bons choix concernant Israël, et cela complétera les politiques du président Trump. Je pense que c'est tout à fait le cas. Ce que vous avez vécu sur le terrain, puisque à l'instant, notre journaliste Océane Nicole disait que Mike Waltz a plus de 27 ans de terrain. Est-ce que ça compte ? Oui, absolument. C'est très très important, cette expérience du terrain dans la région. Et je pense aussi que cette expérience sur le terrain amènera aussi du sérieux à cette administration que vous n'avez pas vu précédemment. Ce que nous allons voir en particulier concernant Israël, c'est que il y aura toujours une pression faite sur le Hamas pour faire sortir les otages de Gaza. Ça suffit. On parle d'un cessez-le-feu depuis plus d'1 an maintenant. Ça n'est pas encore arrivé. Il faut ramener les otages. Ces gens souffrent chaque jour, et il faut s'assurer, et ils s'assureront, que cela sera le cas. Donc pour vous, c'est une évidence. C'est-à-dire que sans l'arrivée, sans la pression de Donald Trump, le Hamas n'aurait pas accepté un accord de cessez-le-feu ou d'accord d'otages.
Absolument. Comme on a dit hier, nous voyons la force par la dissuasion. Malheureusement, mon expérience au Proche-Orient, le prix ici est la violence dans la région. On a amené de l'aide humanitaire et on a arrêté, on a tenté de négocier, et les négociations que le Hamas a proposées sont totalement inacceptables. Il ne faut pas négocier avec les terroristes. C'est toujours la politique des Américains de ne pas négocier avec les terroristes. Et je ne pense pas qu'on va négocier avec eux. Et donc je suggère au Hamas, s'ils nous écoutent, ils ont intérêt à lâcher les otages. Vous avez une expérience notamment avec les opérations spéciales. Vous êtes allé traquer Daesh. Pourquoi vous dites mieux comprendre que les anciens comme Lloyd Austin par exemple, qui lui aussi a été déployé en Irak et en Afghanistan, l'ancien secrétaire d'État à la Défense? Écoutez, ce que moi je vois, c'est la mentalité qui se cache derrière le Hamas, Daesh, les Houthis, le Hezbollah. Tout cela, il faut comprendre leur mentalité. Leurs idées sont en rapport avec Dieu, la théologie, soi-disant. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre leur point de vue. Ils placeront toujours Dieu au-dessus de toute loi humaine. Et en ce qui concerne le Hamas, ils l'ont dit par écrit et oralement, c'est que leur désir, c'est de détruire Israël, voilà. Et je ne peux pas aussi conclure cet entretien sans vous parler de l'interne, des affaires domestiques américaines. À l'instant, Océane Nicole disait que le nouveau chef du FBI va être très clair sur toutes ces manifestations anti-israéliennes, même antisémites, où on entend le mot d'intifada. Quel est votre regard sur ces questions-là ? Je pense que ça doit avoir lieu. Je pense qu'il y a eu beaucoup de lois qui ont été enfreintes ici aux États-Unis et on a détourné les yeux. On appelle ça des manifestations dans les médias. C'est pas des manifestations, c'est des émeutes. Ils ont volé des territoires, ils ont occupé des universités, empêchant d'autres de rentrer. Ils ont brûlé des bâtiments, ils ont attaqué des gens. J'ai parlé avec des gens des campus de Californie, UCLA, où il y a eu l'UCLA, où il y a eu des attaques et des incendies. Tout ça est intolérable. Et on ne peut pas appeler ça des manifestations. Ce ne sont pas des manifestations pacifiques. C'est quand même insultant pour tous ceux qui ont été blessés et touchés par ces manifestants. Ça a été un vivier pour vous, en quelques secondes, de ce que l'on a vu dernièrement, que ce soit à la Nouvelle-Orléans ou avec la Cybertruck? Je n'ai pas bien compris, je crois, votre question. Est-ce que ces manifestations anti-israéliennes, cet antisémitisme, ces pro-Hamas, est-ce que ça a été un levier pour vous, pour ces attaques qu'on en a vues récemment? Je pense que ça a été une inspiration pour ces gens. Ils ont vu que ces crimes n'ont pas été punis et donc ça a commencé il y a bien longtemps, quand on a permis ces manifestations, quand on a permis aux gens de recevoir des fonds fédéraux dans certaines universités, dans des endroits dans le pays qui ont admis tout ça. Il est temps de couper tout ça. Il faut qu'ils répondent de leurs crimes contre la loi et je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas. Ça suffit. Merci beaucoup, Matt Tardeo. Vous reviendrez bien évidemment, et je l'espère, dans Défense très prochainement. Merci beaucoup. Alors on a parlé de Donald Trump à l'instant. Que s'est-il passé pendant les 4 dernières années de Joe Biden? Sujet préparé par Océane Nicole. C'est un bilan en demi-teinte pour le président américain sortant. Dès son entrée à la Maison-Blanche le 20 janvier 2021, Joe Biden se fixe plusieurs objectifs concernant son allié israélien. Comme Donald Trump l'a fait avec les Émirats arabes unis, Joe Biden souhaite lui aussi redessiner le visage du Moyen-Orient en rapprochant Israël et l'Arabie saoudite. Si les discussions entre Riyad et Jérusalem avaient bien avancé, les massacres du 7 octobre ont mis tout accord de paix en suspens. Autre objectif cette fois rempli, conclure un accord maritime entre Jérusalem et Beyrouth.
Chose faite le 27 octobre 2022 via Amos Hochstein, l'émissaire américain. Le Liban et Israël signent alors un accord historique délimitant leurs frontières maritimes, permettant ainsi de lever les obstacles à l'exploitation des gisements gaziers. Cette journée marque le premier jour d'une plus grande coopération, d'une plus grande intégration d'Israël dans la région, ce qui a été une priorité absolue pour le président Biden. Nous sommes donc, en tant qu'États-Unis, très heureux de pouvoir jouer un rôle et de soutenir la sécurité, la stabilité et la prospérité économique d'Israël. 7 octobre 2023, Israël est attaqué par le Hamas. Joe Biden réaffirme le soutien solide et inébranlable de son pays à la sécurité d'Israël. 3 jours après les massacres, il déploie le porte-avions le plus moderne de la marine américaine et autorise des renforts pour le système israélien Dôme de fer. Joe Biden promet d'aider militairement Israël, le partenaire fondamental des États-Unis dans la région. Je tiens à le répéter à tous les pays, à toutes les organisations, à tous ceux qui envisagent de profiter de cette situation. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Nos cœurs sont peut-être brisés, mais notre détermination est claire. L'armée américaine se tient aux côtés d'Israël face aux attaques des Houthis et face aux attaques iraniennes. Mais au fur et à mesure que les mois passent, le soutien de Joe Biden à Israël s'essouffle et le ton change. Pris entre un électorat démocrate inquiet de la situation humanitaire à Gaza et à l'approche des élections, le président américain ne cesse d'appeler son allié israélien à un cessez-le-feu et à arrêter les combats à Rafah. Joe Biden en viendra même à menacer Israël de geler le fournissement d'armes américaines à Tsahal. Il est temps de commencer cette nouvelle étape, que les otages rentrent chez eux, qu'Israël soit en sécurité, que les souffrances cessent. Il est temps que cette guerre prenne fin, que le jour d'après commence. Des prises de parole publiques, mais sur le papier pourtant, Washington continuera d'appuyer militairement Jérusalem. En octobre dernier, le département de la défense américaine déploie même vers Israël une batterie THAAD afin d'aider le pays à contrer les éventuelles attaques iraniennes. Dans le conflit entre Israël et le Liban, là aussi, les États-Unis se montrent présents diplomatiquement. Après des semaines de combat, Washington parviendra à la signature d'un accord de cessez-le-feu entre Beyrouth et Jérusalem le 27 novembre dernier. Avec nous, Yaakov Amidror, ancien conseiller à la sécurité nationale et général de l'armée israélienne. Merci d'être avec nous, Yaakov. On doit dire quoi? 4 ans, ça suffit? On passe à autre chose? Puisque ce n'est pas nous qui décidons, c'est le peuple américain qui choisit ses représentants. Nous devons dire merci au président Biden et nous devons dire et espérer que nous aurons de bonnes relations de travail avec le président Trump. C'est exactement pourquoi je vous ai posé cette question, parce que vous êtes aussi chercheur au GINSA, qui est l'un des instituts de recherche qui unit justement les communautés juives nord-américaines et Israël. Est-ce que vos confrères aux États-Unis comprennent cette relation duale qu'Israël a avec les États-Unis? Sans l'ombre d'un doute, il n'y a pas de professionnels américains et GINSA est une organisation dont les membres sortent des systèmes de sécurité américains. Il n'y a pas d'éléments professionnels qui ne comprennent pas l'importance de l'État d'Israël pour la sécurité des États-Unis, mais encore plus l'importance de l'Amérique pour la sécurité en Israël. Cette relation exceptionnelle entre les États-Unis et l'État d'Israël, dans tous les domaines pratiquement, depuis l'économie, les États-Unis transfèrent à l'État d'Israël chaque année des milliards de dollars pour qu'Israël puisse s'armer et acheter des technologies américaines. Les États-Unis nous vendent des technologies au plus haut niveau que l'on puisse imaginer, depuis des F-35, des F-16, des F-15, des bombes en tout genre. Les États-Unis nous aident au niveau international avec le veto américain, pratiquement toujours au Conseil de sécurité. Les ennemis d'Israël, sans cela, auraient été touchés. Et donc, les États-Unis, en dehors de l'ONU, aident Israël auprès de l'agence pour l'énergie atomique internationale et autres agences internationales. Bref, cette relation s'exprime dans tous les domaines, mais les Américains savent aussi, comme l'a dit il y a quelque temps un des membres éminents de la nouvelle administration, Israël est une des meilleures alliées qu'est les États-Unis. Oui. Et les États-Unis
États-Unis peuvent se permettre beaucoup de choses au Proche-Orient et aussi en dehors du Proche-Orient, d'ailleurs, dans certains cas, à cause de cet allié qui s'appelle Israël. Mais Yaakov Amidror, certains ont dit tout récemment, est-ce que je voulais savoir si vous étiez d'accord avec eux, que Donald Trump n'est pas le Messie non plus. C'est-à-dire que beaucoup ont critiqué Joe Biden, mais Donald Trump non plus n'est pas parfait pour Israël. C'est à Israël à prendre son propre sort. Écoutez, je n'aime pas les reproches israéliens que l'on fait à l'administration américaine pour le bien et pour le mal. Nous sommes un pays, un État souverain qui s'occupe de lui-même. Le président des États-Unis est le président des États-Unis et non pas de l'État d'Israël. Il se préoccupe des intérêts des États-Unis. Nous devons bien comprendre et faire comprendre à Washington, peu importe quel soit le président, que dans de nombreux cas, les intérêts sont convergents et parfois sont même identiques des deux côtés. Et plus nous serons proches, plus on comprendra des deux côtés qu'il y a cette proximité et des liens entre les intérêts américains ou la défense des intérêts américains et les intérêts israéliens. Les choses seront plus faciles. Je ne vois aucun président américain qui soit un messie ou qui soit un nouveau tyran. Nous devons travailler avec l'administration américaine élue et en tirer le maximum pour défendre les intérêts d'Israël. Je suppose qu'il s'occupera d'abord et avant tout des États-Unis, mais je comprends d'après les professionnels qu'il y a une conception générale qui n'est pas restreinte à un domaine, mais au niveau professionnel, qu'un État d'Israël fort est un intérêt des États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. Yaakov Amidror, ancien conseiller à la sécurité nationale israélienne, ancien général israélien, d'avoir répondu. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. Merci à vous. De Yaakov Amidror, on prend la direction des États-Unis pour vous retrouver, Antoine Hollard. Merci d'être avec nous. À l'instant, Yaakov Amidror disait qu'il faut trouver une sorte de convergence d'idées entre Israël et les États-Unis. Et lorsque le président Trump dit « je vais promettre l'enfer », c'est quoi l'idée du nouveau Proche-Orient pour Donald Trump ? Eh bien, écoutez, il y a trois gros sujets globalement pour Donald Trump au Proche-Orient. D'abord, Gaza, évidemment, Trump l'a dit et répété, il veut que Israël et le Hamas trouvent un accord avant son investiture lundi prochain. Il a mis une grosse pression sur Benjamin Netanyahou et surtout une grosse pression sur le Hamas, effectivement, en promettant l'enfer à l'organisation terroriste si les otages ne sont pas libérés rapidement. Alors, il y a quelques jours, son vice-président a précisé le sens de ses propos. L'enfer, ça veut dire que Trump autoriserait Israël à anéantir totalement le Hamas jusqu'à son dernier bataillon. En fait, Trump veut vraiment arriver au pouvoir avec à son actif un succès diplomatique majeur, ce qui lui permettrait de montrer qu'il est l'homme de la situation et que son simple retour à la Maison-Blanche a permis de débloquer une situation qui a été bloquée depuis des mois et des mois. L'autre dossier important pour Trump, c'est évidemment les accords d'Abraham. Ça a été l'un des grands succès de son premier mandat, ce rapprochement diplomatique entre Israël et plusieurs pays arabes. Trump désormais veut élargir ces accords pour y inclure le gros morceau qui manque, à savoir l'Arabie Saoudite. Sauf que avant de relancer les négociations, Riyad, vous le savez, a posé une condition. Israël doit s'engager dans la voie de la création d'un État palestinien. Alors que va faire Trump à ce sujet ? Est-ce qu'il va essayer de convaincre Netanyahou qu'il faut accepter une solution à des États, ou est-ce qu'au contraire il va essayer de négocier avec Riyad pour adoucir la position de l'Arabie Saoudite sur la Palestine ? Pour le moment, on ne sait pas. Et puis le dernier dossier, c'est l'Iran. Trump veut éviter à tout prix que Téhéran se dote de la bombe atomique, et dans une interview le mois dernier, il a laissé planer l'idée qu'il pourrait recourir à la force. Tout est possible, dit Donald Trump. Alors ça ne veut pas dire qu'il va passer à l'action, ça ne veut pas dire non plus qu'il va autoriser Benjamin Netanyahou à aller frapper les infrastructures nucléaires iraniennes. Pour le moment, on est plutôt dans une posture assez classique chez Donald Trump qui aime montrer les muscles et laisser planer le doute, jouer le côté imprévisible pour mettre une pression maximale sur ses adversaires. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci Antoine Hollard depuis les États-Unis. Bonne journée à vous. Alors justement, on parlait à l'instant de la région de Binyamin, de Judée-Samarie. Qu'attendent justement les habitants? Avec nous Israël Gantz, chef du conseil régional de Binyamin et de Judée-Samarie. D'ailleurs, vous allez être à la Maison-Blanche pour la cérémonie d'investiture. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Tout d'abord, je n'étais pas encore en fonction lors des élections précédentes.
Lors de cette élection, j'ai été invité par des membres du Parti républicain. Nous avons été en contact avec un certain nombre de membres du Congrès et de sénateurs au cours de ces dernières années. La grande majorité des personnes influentes de l'administration Trump ont visité la Judée-Samarie et le conseil régional du Binyamin ces dernières années. Et ainsi, une connexion s'est établie et ils nous ont invités à venir à la cérémonie d'inauguration. Israël Gantz, qu'attendez-vous concrètement du nouveau président ? Le président Trump est connu premièrement comme quelqu'un qui soutient l'État d'Israël et deuxièmement comme quelqu'un qui prend des décisions contraires à celles de l'administration précédente. L'ambassadeur précédent n'est pas venu ici, n'a pas accepté de nous rencontrer et donc l'administration précédente a parlé de la Judée-Samarie sans connaître la réalité sur le terrain, sans venir ici. Il n'était tout simplement pas là. Il n'était pas là et ne savait pas, ne connaissait pas la réalité sur le terrain. L'administration actuelle en sait beaucoup plus et connaît les défis auxquels Israël est confronté. Je connais nos ennemis et je suis convaincu tout d'abord que le gouvernement soutiendra la politique israélienne. C'est le gouvernement israélien qui doit prendre ses propres décisions et je suis sûr que le président actuel laissera beaucoup plus de place à la politique israélienne. Nous agirons et adopterons les décisions du gouvernement israélien et j'espère que nous verrons un changement très significatif. Oui, Mike Huckabee, le nouvel ambassadeur, est connu pour être un ami des implantations, mais rappelez-vous, le président dans sa première version, Donald Trump, a préféré les accords d'Abraham à l'annexion. Je veux mentionner que dans la période précédente, sous la présidence de Trump, l'État d'Israël était également dans 5 campagnes électorales. Et par conséquent, la responsabilité nous incombe. Dans l'administration précédente, il n'y avait pas de gouvernement stable en Israël, il faut le dire. Et quand il y avait un gouvernement, ce n'était pas un gouvernement de droite. Et donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une opportunité complètement différente. Une autre chose s'est produite, le 7 octobre. Après le 7 octobre, toute personne sensée comprend qu'un État terroriste au cœur de l'État d'Israël, établissant un État palestinien, signifie risquer la destruction de l'État d'Israël. Imaginez un instant que le 7 octobre se serait produit non seulement dans le sud, mais dans tout le centre de l'État d'Israël, les montagnes de Judée et de Samarie, du sud au nord. Si l'attaque avait eu lieu dans tout l'État d'Israël, Tel Aviv aurait pu ressembler à Sderot et Modin aurait pu ressembler à Be'er-Sheva. Et nous aurions été laissés avec des dizaines de milliers de personnes assassinées. Et donc, après le 7 octobre, je pense qu'il est clair pour tout le monde que la réalité en Judée et en Samarie doit changer. Et le changement est l'application de la souveraineté, de sorte qu'il n'y ait pas un État terroriste iranien au cœur de l'État d'Israël. Mais vous savez bien, aujourd'hui, Israël Gantz, que c'est presque une roulette russe qui s'abat sur les Israéliens lorsqu'ils voyagent sur les routes de Hawara, Tkoa, Fundouk, également à Zaria, proche de Ma'ala Adoumim. Vous attendez quoi du président américain concrètement sur ces questions ? Alors tout d'abord, les routes que vous avez mentionnées aujourd'hui, et à juste titre, sont des routes empruntées par les Juifs aussi. Et malheureusement, il y a une semaine, nous avons assisté à une attaque très grave. Je suis arrivé à Fundouk, j'ai vu les personnes assassinées là-bas. C'est quelque chose que nous ne devons pas accepter. La responsabilité de la sécurité n'incombe pas aux États-Unis, mais au gouvernement d'Israël. Le moyen d'y parvenir est d'éradiquer le terrorisme. Je l'ai dit au Premier ministre, je le dis au ministre de la Défense et je le dis dans les médias. Nous devons traiter Jenin et Tulkarem et tous les endroits qui soutiennent le terrorisme de la même manière que nous avons traité Jabalia, Rafah et le Liban. C'est notre devoir et c'est ce que nous devons faire. La responsabilité nous incombe. Je n'ai aucune demande à formuler à l'égard du président Trump à ce sujet. C'est la responsabilité de l'État d'Israël de rétablir la sécurité sur les routes. J'ajouterai autre chose. Aujourd'hui, il y a ce que l'on appelle la police palestinienne. À mon avis, ce n'est pas une police, mais c'est une armée. Ils ont des armes et des mitrailleuses. Ils s'entraînent à mener des infiltrations. Ce n'est pas une police. Cette armée peut attaquer l'État d'Israël à tout moment. Et il est donc de notre responsabilité de la démanteler, afin que nous n'ayons pas soudainement de terroristes du Hamas, du Djihad ou du Fatah, à Kfar Saba, à Netanya ou à Hedera. Pour éviter cela, nous devons la démanteler et la responsabilité incombe uniquement aux forces israéliennes. Vous allez donc dire au président Trump que vous préconisez un seul État et donc chacun chez soi.
C'est vrai, je pense que c'est l'ambassadeur américain précédent, David Friedman, qui a le mieux exprimé cette situation en publiant le livre « Un seul État juif ». Il y décrit en détail les raisons de cette situation et je pense vraiment qu'il n'y a pas d'autre solution. Si nous voulons vivre ici dans la sécurité et la prospérité, si nous voulons que les Arabes, les résidents arabes ici, aient un endroit où travailler, il n'y a pas d'autre moyen. Si je voulais travailler aux États-Unis ou en France, j'aurais besoin d'un permis de travail ou d'une carte verte. S'il y avait un autre pays ici, où travaillerait-il? Jusqu'à la guerre, 75% de la population arabe travaillait en Israël. Si l'on veut les faire revenir et leur donner un travail, il faut en assumer la responsabilité. S'il y a deux pays, il n'y aura pas d'emploi. Ils s'effondreront économiquement. Le salaire moyen dans l'autorité palestinienne est de 4 000 $ par an, contre une moyenne de 54 000 $ par an dans l'État d'Israël. Il est clair que la vie est bien meilleure ici. Et donc, pour le bien de tous, c'est la seule voie qui puisse assurer à la fois sécurité et croissance pour tous. Ça ne marche pas, on a essayé. On a essayé à Gaza. On leur a dit de prendre en main leur territoire. L'histoire n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Il y a eu des milliers de morts, des dizaines de milliers de roquettes et de missiles, des dégâts chiffrés à plusieurs milliards, peut-être plusieurs centaines de milliards de dollars, avec des milliers de blessés. Voilà ce qu'on a eu quand on a dit « Allez, vous êtes là et nous sommes là ». Ils avaient tout l'argent du monde. Des pays du monde entier leur ont fait don de milliards de dollars. Qu'en ont-ils fait? Des tunnels terroristes et la production de missiles. Vous ne pouvez pas tenter la même erreur une deuxième fois. Donc un seul État et pas deux, c'est votre credo. Merci Israël Gantz d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Effectivement, de bonnes nouvelles. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne soirée sur i24 News.